Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de mécanique qui est l'extrait de l'examen national 2021 sciences physiques dans lequel on va étudier le mouvement de chute libre avec et sans frottement fluide. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences physiques. Exercice. Le parachute est un dispositif destiné après son ouverture à freiner le mouvement d'un parachutiste en chute verticale dans l'air. Cet exercice se propose d'étudier un modèle simplifié du mouvement d'un parachutiste. Ce dernier se laisse tomber sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire situé à une hauteur h au-dessus du sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S constitué d'un parachutiste équipé de son parachute dont le repère OK lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen, voir figure 1. On considère que la trajectoire de G est verticale et que l'accélération de la pesanteur reste constante. On donne la masse du système S égale à 100 kg, l'accélération de la pesanteur et la hauteur h. Le mouvement du système s'effectue en deux phases. Phase 1, parachute fermé. Le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates égale à 0. La chute se fait durant cette phase avec le parachute fermé. Donc ici, on a un parachutiste qui tombe d'un hélicoptère qui fait une altitude h avec le sol, un instant t égale 0, sans vitesse initiale, où le centre d'inertie G est confondu avec l'origine O du repère OK. On modélise l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G du système S durant cette phase par la courbe de la figure 2. Question A1. Quelle est la nature du mouvement de G? Justifiez votre réponse. À partir de la courbe de la figure 2, on remarque que la vitesse V est une fonction affine du temps et croissante. Donc, le mouvement du centre d'inertie G du système S est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc ici, on a la vitesse V est une fonction affine du temps, c'est-à-dire que V de t s'écrit sous forme AT plus B. Et donc, d de V sur dt est égal à A, égal à constante. Donc, le mouvement de G est rectiligne uniformément varié. Et comme la constante A ici est positive, car la fonction V est croissante, donc le mouvement de G est rectiligne uniformément accéléré. Question 1-2. Peut-on considérer que le mouvement du parachutiste durant cette phase est une chute libre? Justifiez votre réponse. Alors, durant la phase 1, le système S constitué du parachutiste équipé de son parachute est soumis uniquement à l'action de son poids, donc il est en mouvement de chute libre. Durant la phase 1, le système S est soumis uniquement à l'action de son poids, donc le parachutiste est en mouvement de chute libre. Phase 2, parachute ouvert. Le parachutiste ouvre son parachute après une durée ΔT1 égale à 4 secondes depuis le début de sa chute. On choisit l'instant d'ouverture du parachute comme nouvelle origine des dates pour cette phase. Durant cette phase, le système est soumis à son poids et au frottement de l'air modélisé par une force de contact F égale moins alpha V carré K avec V la vitesse de G et alpha une constante positive. On modélise l'évolution de la vitesse de G durant cette phase par la courbe de la figure 3. Donc ici, le parachutiste est déjà tombé de l'hélicoptère et à l'instant ΔT1 égale à 4 secondes, il ouvre son parachute. Alors on dit que le parachutiste, durant cette phase, est soumis à l'action de deux forces. La force de son poids et la force de frottement modélisée par la force F égale moins alpha V carré K. Donc ici, on donne l'évolution de la vitesse de G en fonction du temps. Alors, à l'instant t égale 0, c'est l'instant où le parachutiste a ouvert son parachute.
Ici, on a le régime initial et le régime permanent. Question 2a. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v s'écrit dv sur dt plus alpha sur m v carré égale à g. Système étudié, le système S. Référentiel terrestre, supposé galiléen. Bilan des forces. Alors le système S est soumis à l'action de son poids et à la force de frottement F. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures exercées sur le système S est égale à la masse du système fois son vecteur accélération. Donc ici on a deux forces, donc on va mettre P plus F égale à M1. Maintenant on projette sur l'axe OZ. Alors la projection de P sur l'axe OZ, alors même direction et même sens. Donc on va mettre P. Alors pour la force F, même direction que l'axe OZ, mais de sens opposé. Donc on va mettre moins F égale à M à Z. Alors P c'est mg et la norme de F c'est alpha v carré. Donc moins alpha v carré égale à M. Alors AZ c'est d de v sur dt. Alors maintenant, on va diviser le tout par m. Donc on va avoir d de v sur dt. Alors moins alpha v carré l'autre côté et on divise par m. Donc on va avoir plus alpha sur m v carré égale à mg sur m. Il reste g. Question 2.2. Trouver l'expression de la vitesse limite VL du mouvement en fonction de m, g et alpha. Donc ici, on va utiliser le régime permanent. Alors en régime permanent, la vitesse v est constante et égale à VL, vitesse limite. Donc en régime permanent, la vitesse v est constante égale vitesse limite VL. Donc d de v sur dt est égal à 0. Alors maintenant, on va remplacer dans l'équation différentielle. On aura alpha sur m VL au carré égale à g. Maintenant, on tire la vitesse limite VL. Alors, VL au carré est égal à mg sur alpha. Finalement, on trouve VL égale racine de mg sur alpha. Question 2.3. Déterminer graphiquement VL. Alors, on utilise la courbe de la figure 3. Alors, en régime permanent, la vitesse V constante égale à VL, vitesse limite. Donc ici, sur la courbe de la figure 3, on lit la valeur ici. Donc on a 10, donc ici on a 5. 5 mètres seconde moins 1. Alors, graphiquement, on trouve VL égale 5 mètres seconde moins 1. Question 2.4. En déduire la valeur de alpha. Alors, on a alpha sur m, VL au carré égale à J. Donc, on va tirer alpha. Alors, on a alpha sur m, VL au carré égale à J. Donc, alpha égale, donc on va avoir m fois J sur VL au carré. Application numérique.
alpha égale M, c'est 100 kg, fois G, 10 mètres seconde moins 2, sur VL au carré. On a trouvé 5, donc c'est 5 au carré. Alors, alpha égale, alors 10 sur 5, c'est 2, donc on va avoir 2. 100 sur 5, on va avoir 20. Alors 2 fois 20, 40. 40 en système international. Question 3. Sachant que la durée totale du mouvement de G depuis le début de la chute jusqu'à l'arrivée au sol est delta t égale à 70 secondes, trouvez la distance d parcourue par G durant le régime initial de la phase 2. Alors, le régime initial de la phase 2 commence à partir de l'instant t égale 0 jusqu'à l'instant t égale 30 secondes. Alors, pour répondre à ces questions, il faut construire un bon schéma. Au début, le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère à un moment où son centre d'inertie G était confondu avec l'origine O du repère OZ. Ensuite, il subit un mouvement de chute libre pendant la durée delta T1 égale à 4 secondes. Pendant cette durée, le parachutiste parcourt une distance qu'on appelle H1. Alors, un instant pris comme nouvelle origine des dates, t égale 0, le parachutiste ouvre son parachute. Donc, c'est à l'instant t égale 0 que le parachutiste ouvre son parachute. Ensuite, entre les instants t égale 0 et t égale à 30, c'est-à-dire le régime initial, c'est pendant le régime initial, le parachutiste parcourt la distance d demandée dans la question. Au-delà de t égale à 30 secondes, le parachutiste parcourt une distance qu'on appelle h2 pour arriver au sol. Donc ici on a h, c'est la hauteur entre le moment où le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère jusqu'au sol. Et la durée totale, donc d'après la question, la durée totale du moment de G depuis le début de chute jusqu'à l'arrivée au sol, c'est delta t égale à 70 secondes. C'est-à-dire c'est l'instant entre ici jusqu'à l'arrivée au sol. Alors pour trouver D, donc D c'est la distance parcourue par le parachutiste entre les instants t égale 0 et t égale à 30 du régime initial. Donc ici à partir de la courbe, donc on a la vitesse en fonction du temps. C'est une fonction qu'on ne connaît pas son expression en fonction de t. Et donc on ne peut pas déterminer l'équation horaire du mouvement. C'est-à-dire on ne peut pas déterminer d. Alors pour déterminer d, on va écrire que H1 plus D plus H2 égale à H. Donc, on aura D égale à H moins H1 moins H2. Alors, pour H, c'est déjà donné dans l'énoncé, c'est 660 mètres. Pour H1, donc H1, c'est la distance parcourue par le parachutiste pendant la chute libre. Donc, pour déterminer H1, on va déterminer l'équation horaire du mouvement pendant la chute libre. Donc, on va utiliser la deuxième loi de Newton, etc. Alors, pour H2, donc ici pour H2, alors à partir de l'instant t égale 30 secondes, donc comme vous voyez ici, la vitesse devient constante, c'est-à-dire c'est en régime permanent. Alors, on va utiliser le fait que la vitesse V est constante. Donc, le mouvement est uniforme. Alors, mouvement uniforme, donc on peut appliquer la formule classique, vitesse égale distance sur la durée. Donc, la distance ici, c'est h2. Sur la durée, on l'appelle par exemple delta t2. Donc, puisque le mouvement est uniforme, vitesse constante, donc on a le droit d'appliquer la formule vitesse égale distance sur la durée. On ne peut pas, par exemple, ici appliquer cette formule pendant le régime initial, car la vitesse n'est pas constante. Alors, on a D égale H moins H1 moins H2. Avec H1, c'est la distance parcourue par le parachutiste pendant la chute libre.
ou bien pendant la durée delta T1 de la chute libre. Donc H1 est la distance parcourue par le parachutiste pendant la durée delta T1 de la phase 1. Maintenant H2. Alors H2, c'est la distance parcourue par le parachutiste à partir de l'instant t égal à 30 secondes jusqu'à l'arrivée au sol. Alors maintenant, on va commencer par déterminer H1. Alors pour déterminer H1, donc c'est pendant la phase 1, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors pendant la phase 1, le parachutiste était en mouvement de chute libre. Alors système étudié, donc c'est le système S. Alors bilan des forces. Le parachutiste est soumis uniquement à l'action de son poids. Alors maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, la somme des forces égale m fois a, l'accélération. Donc ici, on a uniquement la force P égale à ma. Donc, alors P c'est mg égale à ma, c'est-à-dire g est égal à a. Alors on projette sur l'axe OZ. Alors, donc l'axe OZ est descendant, c'est-à-dire vers le bas. Donc la projection de G, c'est plus G égale à A. Et A, c'est D de V sur dt. Maintenant, on va intégrer. Alors, V de t égale à gt plus une constante qu'on appelle V0. Donc, c'est la vitesse initiale. Alors, dans l'énoncé, on dit que le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale. Donc, en fait, V0 est égal à 0. Donc, AT égale 0. V de 0 est égal à V0. Donc, G fois 0 plus V0. Donc, il reste V0. Donc, c'est 0. Alors, on va justifier. Le parachutiste se laisse tomber sans vitesse initiale. Et donc, alors ici, il reste V de t égale G fois t. Alors maintenant, on va encore intégrer pour trouver l'équation horaire du mouvement. Donc, on aura Z de t égale, alors on intègre, on va avoir 1 demi G t au carré, plus une constante qu'on appelle Z0. Alors, pour déterminer Z0, on va utiliser les conditions initiales. AT égale 0, Z de 0 égale à 1 demi G fois 0, c'est 0. Il reste Z0. Alors, à l'instant t égale 0, ou bien à l'instant où le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère, alors le centre d'inertie G du système était confondu avec l'origine O du repère. Donc, la cote, c'est 0. Donc, Z est égal à 0. Donc, ça, c'est 0. Alors, finalement, on trouve que Z de t est égal à 1 demi G t au carré. Alors, voilà, maintenant, on a l'équation horaire du mouvement. On peut trouver la distance H1. Donc, on va remplacer. Alors, le parachutiste parcourt la distance H1 pendant la durée delta T1. Donc, ici, on va remplacer Z de T par H1 égale 1 demi G. Alors, à la place du T, on va mettre delta T1 au carré. Donc, le parachutiste parcourt la distance H1 pendant la durée delta T1. Alors voilà, maintenant on a trouvé l'expression de H1. Ensuite, on va déterminer H2. Donc, on va déterminer la distance H2 parcourue par le parachutiste
entre l'instant t égale 30 secondes jusqu'à l'arrivée au sol. Jusqu'à l'instant où il arrive au sol. Alors pour déterminer H1, on a déjà dit ça, on va utiliser le fait que la vitesse est constante. À partir de 30 secondes, la vitesse est constante en régime permanent. En régime permanent, on a la vitesse V est constante. Donc, le mouvement de S est uniforme. Donc, on peut appliquer la formule classique vitesse égale distance sur la durée. Donc, la vitesse V, normalement, c'est la vitesse limite, c'est VL. Donc, V égale à constante égale à VL. Alors, VL est égal à la distance. Donc, ici, on a H2 sur la durée. La durée, on l'appelle par exemple delta T2. Et donc H2 est égal à VL, qu'on connaît sa valeur bien sûr, VL fois delta T2. Alors maintenant, il faut déterminer delta T2. Alors on a delta T2 égale 1. Alors maintenant, on va revenir au schéma pour déterminer delta T2. Alors dans l'énoncé, on dit que la durée totale du mouvement de G depuis le début de la chute, c'est-à-dire ici, jusqu'à l'arrivée au sol, c'est delta t égale à 70 secondes. Donc jusqu'à ici, donc la durée delta t c'est 70 secondes. Alors on a aussi la durée de la phase 1, c'est delta t1 égale à 4 secondes. Alors ici on a l'instant t égale 0, donc ici on a la phase ou bien le régime initial, c'est entre l'instant t égale 0 et t égale à 30 secondes. Donc en fait, la durée ici, c'est delta T1 égale à 4 secondes. Et la durée ici, c'est 30 moins 0, c'est-à-dire 30. Donc ici, on a 4 secondes. Ici, on a 30 secondes. Alors en fait, on peut déterminer cette durée qu'on a appelée delta T2. Alors delta T2, c'est rien que delta T moins 30 moins delta T1. Donc voilà, on va écrire que delta T2 est égal à delta T moins delta T1 moins 30. Donc delta T2 est égal à delta T moins delta T1 moins 30. Maintenant, on remplace. Donc, on aura H2 égale à la vitesse limite VL. Delta T2, on va remplacer par ça, c'est delta T moins delta T1 moins 30. Voilà, on a trouvé H2. Alors maintenant, on va revenir à la formule de départ. Donc on a D égale à H moins H1 moins H2. Alors H, on connaît sa valeur. H1, on a déjà déterminé. Même chose, H2, on a déjà déterminé. Donc on peut maintenant déduire la distance D demandée dans la question. Par suite, la distance D est égale à H moins H1. Alors H1, on a trouvé 1 demi G delta T1 au carré. Donc 1 demi G delta T1 au carré moins H2. Donc alors H2, donc moins H2, c'est ça. Donc VL facteur delta T moins delta T1 moins 30. Application numérique. Alors D égale H, c'est 660 mètres moins 1 demi fois G. G, c'est 10 mètres seconde moins 2. Alors fois delta T1. Delta T1, c'est 4. Delta T1 au carré, donc c'est 4 au carré. Fois 4 au carré. Moins VL, on a déjà trouvé 5 mètres seconde moins 1. Facteur delta T, 70 secondes. Moins delta T1 qui est 4. Et moins 30. Alors on trouve D égale 400 mètres.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.